Dans l'actualité ce soir, la crise financière. Pour la première fois, l'État français met la main à la poche. 3 milliards d'euros pour renflouer la banque Dexia. Les banquiers et les assureurs réunis tout à l'heure par Nicolas Sarkozy réaffirment leur confiance dans le système. Nos banques sont-elles vraiment solides? L'Europe est-elle bien armée face à la crise? Ce soir, l'homme le plus influent sort du silence. Jean-Claude Trichet, président de la Banque Centrale Européenne, sera notre invité en direct dans quelques instants. Dans le reste de l'actualité, la reprise des plastiquages en Corse. Un couple de retraités originaires du continent a été frappé, ligoté et abandonné dans le maquis. Leur maison est partiellement détruite. Un séminaire européen sur l'endoctrinement par les islamistes radicaux en prison. Une centaine de détenus seraient concernés en France. C'est l'enquête de cette édition. L'installation des infirmières libérales va être encadrée. Motif, elles sont trop nombreuses dans le sud de la France. Pour s'y installer, elles devront désormais remplacer une de leurs consoeurs. Enfin, un flocon, un petit flocon, et c'est toute l'astronomie qui frémit. Il neige sur Mars, la mission Phoenix l'a détecté. Explication à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Une journée de répit après la tempête. Hier, le rejet du plan de sauvetage américain avait secoué les marchés financiers. Aujourd'hui, Wall Street est reparti légèrement à la hausse. Motif, George Bush ne désespère pas de trouver un accord. Il sait que plus que jamais, les regards sont tournés vers les États-Unis. Sur place à Washington, Alain Chalvron, Marjorie Grapp. Une fois de plus, à Potron miné, George Bush s'adresse à la nation, ou plutôt aux marchés qui vont ouvrir quelques minutes plus tard. Je suis déçu par le vote d'hier, mais je peux assurer tous les citoyens américains et le monde entier que ceci n'est pas la fin, que le plan sera soumis à un nouveau vote. John McCain, Barack Obama, les deux candidats y vont aussi de leurs petits mots rassurants. L'unité nationale pour réparer les dégâts que 228 députés ont provoqués hier en refusant le plan de sauvetage. Et ça marche. Wall Street ouvre ce matin en hausse après une chute historique hier soir. Il faudrait faire passer le plan dès aujourd'hui. Plus vite on le fera et meilleur ça sera pour tout le monde et pour le capitalisme. L'Amérique est sous le choc. Les titres des journaux ressemblent à ceux de 1929. L'Américain moyen, comme ici à Alexandria, en Virginie, est perplexe. Les 2/3 des contribuables rejettent un plan si coûteux, mais sont inquiets pour eux-mêmes. J'ai des sentiments partagés, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais je ne pense pas que le secteur public doive payer pour les entreprises du privé. Je comprends que les gens soient frustrés quand on pense qu'on va aider ceux qui se sont mis tout seuls dans cette situation. À l'autre bout du pays, dans le Montana, les cow-boys pendraient bien haut et court, d'ores et déjà, les Golden Boys de Wall Street. Nous ici on paye nos dettes. Alors comme le disait George Bush, à Wall Street ils ont bien picolé, et ils en ont bien profité. Ça leur fait pas de mal aujourd'hui d'avoir la gueule de bois. Il n'y a guère que les vaches aujourd'hui qui soient sereines en Amérique. Avec la crise, on mangera peut-être un petit peu moins de viande. Bonsoir Alain Chalvron, vous êtes en direct à Washington. Y a-t-il des éléments aujourd'hui qui permettent de croire à un accord qui pourrait rassurer les marchés ? Écoutez, pas vraiment aujourd'hui parce que ça tombe mal dans le calendrier. Figurez-vous que la Chambre des représentants est en congé pour 2 jours à cause de la fête juive de Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Alors, ça veut dire qu'au mieux, on pourra voter jeudi. Au mieux, ça veut dire encore 2 jours. Donc, pour les marchés, 2 jours très hésitants. Alors, évidemment, ça n'empêche pas les négociations. Et pour le moment, on hésite entre 2 stratégies. Primo, reproposer le même texte aux députés en essayant de faire basculer une douzaine de députés, ceux qui ont manqué hier, mais c'est toujours un peu dangereux parce qu'ici, les parlementaires sont très libres de leur vote et ils peuvent même changer au dernier moment. Deuxième stratégie, réouvrir une négociation, chercher un nouveau compromis, avoir une base plus large. Le danger, 1, c'est que ça prend du temps, et 2, qu'on risque d'avoir un texte édulcoré, un petit peu d'effet qui ne satisferait pas finalement les marchés. En tout cas, c'est une ambiance très étrange aujourd'hui, je peux vous dire. C'est un peu comme si le temps avait suspendu son vol. Merci Alain. Depuis hier, on l'a vu, la France et l'Europe sont elles aussi secouées par la crise. La France qui a franchi le pas, comme les États-Unis, comme la Belgique et comme d'autres. Pour la première fois, je vous le disais, le contribuable, c'est-à-dire vous et moi, est mis à contribution pour éviter une faillite. L'État va renflouer la banque Dexia à hauteur de 3 milliards d'euros. François Baudonnet. Jusqu'à hier soir, cette banque était privée. Depuis ce matin, elle est publique. Après Fortis hier, Dexia vient à son tour d'être sauvée in extremis par 3 États européens. Il aura fallu une nuit entière de négociations à Bruxelles et des tonnes de pizza
pour qu'un accord soit trouvé et 6,4 milliards débloqués. La France injecte dans Dexia 3 milliards d'euros, la Belgique également, le Luxembourg 400 millions. Une nouvelle intervention en urgence est donc pas tout à fait satisfaisante. Quand on voit la situation sur l'ensemble des marchés, il faudra imaginer des réactions à l'échelon européen, mais nous ne pouvons pas attendre. Et c'est bien là la nouveauté. Les responsables européens reconnaissent dorénavant que les banques du continent sont en danger. Il y avait effectivement un risque pour l'établissement qu'il ne passe pas la journée, ce qui aurait constitué évidemment un risque systémique pour la stabilité du système financier. En nationalisant pour la première fois depuis 15 ans un établissement financier, la France participe aux opérations de sauvetage qui sont menées en Europe et avec succès. Après avoir perdu 30% hier, l'action Dexia a regagné 5% aujourd'hui. Dexia est donc sauvé, mais après cette première alerte, il y a bien des questions. Les banques françaises sont-elles vraiment aussi solides qu'on le dit? En quoi sont-elles différentes des groupes américains? Les questions et les réponses avec Romain Messi et Sylvain Debat. Partie des États-Unis, la tempête financière peut-elle emporter les banques françaises? Non, affirme le gouvernement et la Banque de France, car pour eux, la situation n'est pas comparable. Quelles sont les différences? En France, aucune trace de grandes banques d'investissement type Lehman Brothers aux États-Unis. Des banques qui se financent exclusivement sur les marchés financiers. Elles ont investi en masse dans les subprimes et ont donc été les premières victimes de la crise. Le modèle français, c'est celui de la banque dite universelle, qui se finance à 65% sur les dépôts des particuliers, le crédit aux ménages et aux entreprises. Des banques moins dépendantes du marché et donc a priori à l'abri de la faillite. Tous ces grands groupes que nous connaissons, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, ce sont encore avant tout des banques de détail. Alors la banque de détail, attention, est une activité aujourd'hui qui est touchée par le ralentissement de la conjoncture, par la récession, mais rien à voir évidemment avec la banque d'investissement. N'y a-t-il donc aucune conséquence? Si, tout de même, car les banques françaises ont investi aux États-Unis. Avec la seule faillite de Lehman Brothers, certaines ont perdu pour l'heure jusqu'à 479 millions d'euros. Une mauvaise nouvelle pour l'ensemble de l'économie. C'est le danger que les banques, n'arrivant plus à lever des ressources, freinent considérablement la distribution de crédit et que ce qu'on voit en fait ce ne soit pas des faillites bancaires mais des faillites d'entreprises à qui on aurait coupé les crédits. Et c'est ça le vrai danger pour l'économie française. Que risquent les épargnants? A priori, rien. Même en cas de faillite d'une banque, un fonds de garantie protège les économies dans la limite de 70 000 euros par déposant. Au-delà, le gouvernement a répété aujourd'hui qu'il protégerait tous les dépôts en injectant des liquidités dans le système bancaire en cas de besoin. Et cette question des institutions françaises, nous la poserons également à Jean-Claude Trichet, président de la Banque Centrale Européenne. Dans un instant, il sera en direct avec nous. Nicolas Sarkozy a consacré la plus grande partie de sa journée à la gestion de cette crise. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, voyons comment cette situation de grande fébrilité est vécue par ceux qui travaillent directement dans le secteur des banques ou de la finance à Paris et en région parisienne. Reportage Valérie Lerouge, Diane Richard. La nuit n'a pas suffi à digérer la dégringolade de la veille. On trompe l'angoisse dans les salles de marché. D'ailleurs, les courtiers commencent à être rodés. Est-ce que ça peut rebondir ou pas? 9h, ouverture de la bourse à Paris. Tous les indices sont dans le rouge, mais on s'attendait à pire. Je pense qu'en fait le crack il est plutôt derrière. Je pense que là on est à mon sens plutôt à la fin. D'ailleurs on le voit bien. Ce matin le marché perd 2,5%. On a perdu 5 hier. Sérénité apparente aussi dans le quartier d'affaires de la Défense. Le sauvetage de 2 banques européennes au petit matin a rassuré les salariés du secteur. Regardez. Et chacun veut croire dans la bonne santé de son entreprise. On pense qu'on est moins pire que les autres, quoi. Donc on espère qu'on passera pas la trappe, mais bon, voilà quoi. L'ambiance c'est pas au beau fixe, quoi, si c'est ce que vous voulez entendre, quoi. 11h, bonne nouvelle dans les salles de marché. Bon, c'est bon, on est redevenu positif sur le CAC, hein. Le gap est comblé. Pendant ce temps, dans l'ancienne bourse de Paris, plus de cotations, mais des rencontres entre PME en manque d'argent et des investisseurs. Ici, on ne scrute pas les soubresauts du CAC 40 de la même manière.
La crise, pour nous, est une opportunité. Donc, ce sont des opportunités d'investissement. En temps de crise, donc les marchés sont fous, les marchés font des excès, font n'importe quoi, on va dans les excès. Ce sont pour nous des opportunités d'investissement. 17h30, clôture à la Bourse de Paris, plus 1,99%. La communauté financière respire à nouveau, une accalmie au milieu de la tempête. On n'est toujours pas serein parce qu'on aura certainement encore des pertes à annoncer du monde bancaire. La prudence reste donc de mise dans le quartier de la finance où on se prépare encore à des nuits chahutées. Et du côté des pouvoirs publics, un seul objectif, rassurer, éviter la panique. C'est essentiellement dans ce but que Nicolas Sarkozy a réuni ce matin les banquiers et les assureurs ou leurs représentants. Il promet des mesures pour le financement de l'économie avant la fin de la semaine. Michael Darmon, Dominique Bonnet. Nicolas Sarkozy, spécialiste en gestion de crise. Quand il reçoit les banquiers et les assureurs en début de matinée, sa journée a commencé à 5 h du matin par une réunion consacrée au sauvetage financier de la banque Dexia. Le message de l'Elysée est clair, l'État est à la manœuvre, le président aux commandes, d'où l'optimisme officiel de rigueur à la sortie. Le système financier français est un système stable, qui a une solvabilité très confortable. Et je crois que dans des moments comme ceux-ci, qui sont des moments tendus, il ne faut pas paniquer. Il y a un pilote, il y a des pilotes dans l'avion. Mais entre les pilotes de l'avion, justement, ça discute ferme. Au sommet de l'exécutif, on s'inquiète d'une possible transmission de la crise aux banques françaises de dépôt. À Beaune, devant les parlementaires centristes, François Fillon déploie encore une fois le bouclier patriotique, comme si le pire ne s'était pas encore produit. La situation, mes chers amis, elle réclame du sang-froid, de la ténacité, elle réclame aussi de l'unité nationale. Il y a des moments où dans la vie d'un pays, il faut faire bloc. Il y a des moments où le sens de l'intérêt général doit l'emporter sur celui des intérêts particuliers. Selon nos informations, Nicolas Sarkozy a demandé au gouvernement un dispositif pour faciliter l'accès au crédit des ménages. Vendredi, avec ses 4 collègues européens, il devrait insister auprès de la Banque centrale européenne pour faire baisser le prix de l'argent. La présidence française de l'Union européenne s'inscrit bien comme celle de toutes les crises. Et on retrouve maintenant, comme promis, en direct, celui qui est en première ligne dans cette crise et dont le moindre mot est attendu. Jean-Claude Trichet, bonsoir. Vous êtes le président de la Banque centrale européenne. Un mot d'abord, parce que vous avez été aussi au cœur du système français. Est-ce que vous pensez, c'est une question que se posent nos téléspectateurs, que les banques françaises sont hors de danger? Je vous dirais d'abord, évidemment, que je suis responsable avec mes collègues, avec Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, mais avec tous les autres aussi, de la situation pour 320 millions d'Européens, dont tous les Français bien sûr, mais je pense évidemment à l'ensemble du continent européen, de la zone euro, et je dirais que pour eux, je pense effectivement que nous avons les dispositifs nécessaires pour faire face à une crise qui vient d'outre-Atlantique, que nous n'avons pas créée nous-mêmes, mais contre laquelle, naturellement, il convient de se prémunir le mieux possible. Autrement dit, pas de mouvement de panique, pas de risque sur les institutions financières françaises, les banques en particulier. Je crois que nous avons prouvé au cours de l'année écoulée, 12 mois qui viennent de s'écouler, que nous étions effectivement en mesure de faire face. Les circonstances que nous connaissons depuis maintenant un bon moment ne sont pas des circonstances normales. La Banque centrale européenne elle-même, la Banque de France, l'ensemble des banques centrales de l'eurosystème se sont montrées extrêmement actives, elles se sont montrées extrêmement prêtes à prendre les dispositions nécessaires. Ceci a été observé, ceci a été, je crois, un facteur important de confiance. Il est aussi important, et je dois dire que j'ai vu les gouvernements se mobiliser au moment où les banquiers centraux ne peuvent pas aller plus loin, et ceci est évidemment très heureux, j'en suis, je dois dire, très conforté. Monsieur Trichet, si la crise devait continuer, si elle devait s'aggraver, est-ce qu'il faudrait songer à passer un cran au-dessus, si j'ose dire, c'est-à-dire au-delà des actions de chaque gouvernement, une action européenne, peut-être sur le mode du plan Paulson, qui est actuellement en discussion aux États-Unis? Je crois que l'Europe n'est pas les États-Unis. Les États-Unis sont une fédération politique avec un budget fédéral et un Congrès qui prend des positions sur le budget fédéral. En Europe, nous avons des pays qui coopèrent extrêmement étroitement,
qui viennent de prouver, la France vient de le prouver, la Belgique vient de le prouver, le Luxembourg vient de le prouver, l'Allemagne vient de le prouver, les pays européens sont capables de réagir vite, et à mon avis de réagir vite et bien, ils viennent de le prouver. Il est clair que du point de vue de la Banque Centrale Européenne, tout effort qui pourrait permettre de conforter chacun des pays et chacun des gouvernements, chacun des parlements dans cet effort, puisque nous sommes dans une période qui, en effet, demande beaucoup de mobilisation de la part de tous, eh bien j'en serais content. Mais clairement, nous ne sommes pas les États-Unis, donc nous ne pouvons pas avoir, de par notre propre structure européenne, la même chose que les États-Unis. D'ailleurs, il n'y a pas de raison d'imiter les États-Unis. Nous devons trouver ce qui est approprié pour nous. Mais je dirais, les gouvernements se sont mobilisés de manière, je dois dire, impressionnante lorsqu'il le fallait. Au poste d'observation et d'action que vous occupez, est-ce que vous pensez que le pire est derrière nous? C'est un phénomène que nous avions prévu, je dois dire, depuis longtemps. La Banque Centrale Européenne en particulier avait dit, bien avant que ces phénomènes financiers extrêmement turbulents ne commencent, bien avant le 9 août, puisque c'est le 9 août 2007 que cela a commencé pour nous, nous avions dit qu'une correction était nécessaire. Cette correction est en train de se passer. C'est clair. Elle appelle des capacités de réaction rapides à la Banque Centrale Européenne. Pour vous donner simplement un exemple, nous avons décidé hier, avec nos collègues des États-Unis, de porter les accords que nous avons avec les États-Unis sur le dollar à 240 milliards de dollars, pour être sûr que nous avons en Europe les dollars nécessaires, si nécessaire. C'est un simple exemple que je vous donne pour vous montrer qu'il faut qu'il y ait capacité de réaction et décision rapide. C'est ce que je crois la Banque Centrale Européenne a fait depuis le début, depuis plus d'un an, et c'est ce que les gouvernements font, et comme je vous l'ai dit, je m'en réjouis beaucoup. Oui, les banques centrales de tous les pays, des continents se serrent les coudes. Dernière question, Jean-Claude Trichet, des pressions s'exercent déjà, ou en tout cas des demandes, pour une baisse des taux d'intérêt parce que l'économie française, mais aussi européenne, risquerait de se trouver à court de crédit ou avec un crédit trop cher. Est-ce que la Banque Centrale Européenne étudie cette possibilité ? Je ne peux absolument rien vous dire sur ce point parce que je suis dans une période où mes collègues et moi-même, précisément, avons décidé, une semaine avant les réunions du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, de ne rien dire. Donc je vous dirais tout simplement que ce qu'il faut, en tout état de cause, c'est que nous puissions continuer à dire à l'ensemble de nos concitoyens, les 63 millions de Français et les 320 millions d'Européens, que nous assurerons la stabilité des prix. Ils sont très chagrinés de voir le niveau actuel de l'inflation. Ils nous demandent d'assurer la stabilité des prix. C'est une demande très forte. Je crois pouvoir les rassurer. Nous assurerons la stabilité des prix. Ils peuvent avoir confiance. Et je dois dire que la confiance dans la période présente, c'est certainement ce qui est le bien le plus précieux. Merci. Et nous sommes là pour inspirer confiance. Merci Jean-Claude Trichet d'avoir choisi France 2 pour vous exprimer ce soir. Merci voilà beaucoup. ce qu'on pouvait dire sur cette Merci crise beaucoup. financière et ses conséquences. Dans le reste de l'actualité, d'abord cette enseignante frappée dans sa classe dans le département du Val d'Oise, non pas par un lycéen ou un collégien, mais par un écolier qui n'a pas encore 11 ans. L'institutrice blessée aux jambes et aux bras a porté plainte. L'inspectrice parle d'un cas isolé. Elle indique qu'il s'agit d'un enfant perturbé. Hakim Abdelkalek, Philippe Turpot. Droit au respect. La banderole est à l'entrée de l'école en signe de solidarité avec l'enseignante violemment frappée. Vendredi vers 16h, un élève de 10 ans seulement s'attaque brusquement à son institutrice qui vient de lui faire une remarque. Il a commencé à se lever, il était en train de la taper et tout. Il voulait pas se calmer, il s'agitait en fait. Il l'a frappé comment et où?
tout, partout son corps et tout. Et elle a eu un gros bleu ici. Âgée d'une trentaine d'années, l'enseignante souffre de plusieurs contusions. Elle a porté plainte et est en arrêt maladie pour une semaine. L'écolier a été entendu par la police. Depuis plusieurs années, il était suivi par une équipe médico-sociale. Il est considéré comme fragile psychologiquement. Sous le choc, certains parents d'élèves s'inquiètent désormais. S'ils restent dans l'enceinte de l'école, il y a la moitié qui ne mettront plus leurs enfants à l'école. Pas question d'exclure l'élève, répond l'inspection académique qui souligne que cette procédure n'est pas possible en primaire. On va trouver une solution transitoire pour lui permettre de venir à l'école, parce qu'il faut qu'il vienne à l'école. Et puis, avec un accompagnement spécifique individualisé, nous avons des personnels spécialisés pour ce genre de mission. Une cellule d'écoute va être mise en place pour les élèves et chaque enseignant sera reçu, s'il le souhaite, par les médecins de l'Académie de Versailles. La reprise des plastiquages en Corse, je vous le disais, un couple de retraités de 75 ans, originaires du continent, a été frappé, ligoté et abandonné dans le maquis par 4 hommes cagoulés. Ils ont ensuite fait exploser 2 charges dans la maison. Jérôme Bermin. La villa a été en partie dévastée et encore, selon les démineurs, 2 des 3 charges n'ont pas correctement fonctionné. Tout s'est joué hier soir, peu après 21 h. 4 hommes, cagoulés, lourdement armés, surgissent dans cette villa occupée par un couple de retraités originaires du continent. L'homme, âgé de 75 ans, tente de résister. Il est molesté, puis ligoté. Avec son épouse, ils sont abandonnés quelques kilomètres plus loin, en plein maquis. Le temps de donner l'alerte, les charges avaient explosé. Les dégâts sont très importants, et surtout à l'intérieur de la maison. Pratiquement toutes les pièces sont ravagées par les explosions. Les propriétaires vivent en Corse depuis plus de 20 ans. C'est la 2e fois que leur maison est visée par un attentat. Leur voisine, elle aussi, a vu sa maison plastiquée l'an dernier. Un attentat qui, lui, avait été revendiqué. J'ai quand même eu une petite information du FLNC qui m'est arrivée après par l'intermédiaire de la brigade d'Ajaccio, comme quoi je faisais partie de la colonisation de peuplement. Donc j'étais donc étrangère, quoi. Il fallait partir. Mais comme cette femme, les retraités agressés hier soir affirment qu'ils ne quitteront pas la Corse. Après plusieurs mois d'accalmie, cet attentat intervient à la veille d'une réunion sur le plan d'aménagement de l'île qui fait polémique. Il est 20h21. À suivre, l'endoctrinement en prison. Selon le gouvernement, une centaine de détenus seraient en voie de radicalisation islamiste. Il neige sur Mars. La mission Phoenix l'a détecté il y a quelques jours. C'est une nouvelle indication sur la présence d'eau. Et puis les défilés, sage printemps chez Dior. On verra que la nouvelle collection Galliano est fraîche et plutôt bourgeoise. Mais d'abord, ce nouveau flagrant délit de dégazage en pleine mer. Comme si de rien n'était, un cargo a rincé, nettoyé ses cuves en pleine mer, donc au large de l'île d'Ouessant. La nappe de fioul dans son sillage faisait 11 km de long. Il a été repéré et contraint de s'arrêter à Brest. Arnaud Comte. Le cargo égyptien est au mouillage dans la rade de Brest, immobilisé de force par les gendarmes. L'Al Esra aurait volontairement rincé ses cuves en pleine mer au large de l'île d'Ouessant. Dans son sillage, la Marine nationale a repéré une trace d'hydrocarbures de 11 km de long sur 300 mètres de large. Il n'y avait pas de conditions de mer formées, il n'y avait pas de danger particulier et les rejets ont cessé lorsque le commandant de l'aéronef a signifié qu'il observait cette trace dans le sillage du bateau. Donc beaucoup d'éléments qui font penser effectivement à un déballastage volontaire. Le navire égyptien ne reprendra pas la mer tant que son armateur n'aura pas versé une caution de 350 000 €. C'est le prix exigé par le parquet de Brest. Les cas de déballastage volontaire sont de moins en moins fréquents car la justice française frappe au porte-monnaie des pollueurs. En avril 2006, l'armateur d'un navire battant pavillon des Bahamas avait été condamné à payer 800 000 €, la plus grosse amende jamais infligée. On en vient maintenant à ce séminaire européen sur l'endoctrinement à l'islamisme radical dans les prisons. La France sera la première concernée. Pour que les choses soient bien claires, il ne s'agit pas de conversion à l'islam, un choix religieux, personnel, mais bien d'un embrigadement. Ce n'est pas la première fois que cette pratique est évoquée, mais c'est la première fois qu'elle est chiffrée. La ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, parle d'une centaine de détenus concernés, au moins. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Audrey Goutard et Franck Brisset. Oui, c'est un bon, oui. Et il est très pote avec les salafis radicaux, surtout à l'étranger. Planque aux abords d'une mosquée radicale. A priori, l'endroit le plus évident pour identifier les réseaux islamistes.
Mais il existe un autre vivier, paradoxalement plus difficile à surveiller. C'est la prison. Dans la masse des détenus, difficile d'identifier les recruteurs. C'est celui qui va passer par des intermédiaires pour essayer d'attirer les plus faibles. Vous voulez dire qu'il n'est pas obligatoirement barbu, etc. Ah non, non, pas obligatoirement. Et puis les islamistes ne sont pas tous barbus. Par exemple, Khaled Kelkal. En 1995, c'est l'ennemi public numéro 1, recherché par toutes les polices de France. C'est l'un des poseurs de bombes de la campagne d'attentats à Paris. Ok, c'est bon! Il est abattu après plusieurs semaines de cavale et l'on découvre alors son parcours, celui d'un petit délinquant de cité endoctriné pendant son séjour en prison. C'est ce qu'il avait confié 3 ans plus tôt à un sociologue. Autre exemple, toujours après les attentats de 1995, les enquêteurs arrêtent les terroristes. Parmi eux, un recruteur, Safé Bourada. Il est condamné à 10 ans de prison. En apparence, c'est un détenu modèle. Mais en fait, de sa cellule, il continue à enrôler les apprentis terroristes. Ils ont converti des détenus, y compris des détenus qui n'étaient pas d'origine musulmane sur le plan culturel ou familial. Et simplement, lorsqu'ils sont sortis de prison, ils ont reconstitué des groupes. Des commandos prêts à frapper. Ils ont même leur cible, la DST, le métro parisien et l'aéroport d'Orly. Tout le réseau est arrêté en 2005, juste à temps. C'était pour nous une affaire tellement sérieuse qu'il était absolument indispensable que nous mobilisions l'ensemble de nos moyens sur cette problématique particulière du recrutement en prison. Notamment avec l'identification et le profilage systématique des islamistes incarcérés. C'est aujourd'hui la mission du Bureau de renseignement pénitentiaire. Selon ces informations, 442 islamistes sont actuellement détenus. Parmi ceux-là, on distingue ceux qui sont incarcérés pour des faits de terrorisme islamique. Ils sont une centaine, pas plus. Ensuite, il y a ceux qui sont incarcérés pour des faits de droit commun, mais dont on sait qu'ils ont été dans un parcours antérieur en relation avec le terrorisme islamique. Et enfin, il y a les autres, ceux en voie de radicalisation. Un constat qui ne vaut pas que pour la France. Les ministres de l'Intérieur de toute l'Union européenne se sont donc mis d'accord aujourd'hui sur un document commun. Il doit être distribué aux gardiens de prison de toute l'Europe pour les inciter à plus de vigilance. L'actualité internationale en bref, un accord a bien été signé entre la France et l'Inde sur la coopération nucléaire civile. Il ouvre les portes d'un immense marché au groupe Areva qui pourrait prochainement livrer 2 réacteurs EPR. L'Inde qui a été endeuillée suite à une bousculade monstre dans un temple de l'état touristique du Rajasthan. 144 pèlerins sont morts. Un drame malheureusement fréquent dans les lieux de culte là-bas. Un mur de l'édifice s'est effondré, provoquant un mouvement de panique. Les victimes sont mortes écrasées et asphyxiées. Et puis l'heure des sanctions en Chine après l'affaire du lait contaminé à la mélamine. 27 personnes ont été inculpées au sein de la principale société incriminée. Le bilan est toujours de 4 bébés morts. Retour en France avec un accord entre la sécurité sociale et les infirmières. Elles acceptent de limiter leur liberté d'installation. C'est une première pour une profession médicale. Pourquoi cette décision? Eh bien parce qu'elles sont très nombreuses, sans doute trop nombreuses dans certaines régions, en particulier le Sud, et beaucoup moins dans d'autres. Florence Bouquilla, Alexis Delcourt. Bonjour Madame Le Guillaume. En coup de vent, chaque matin, cette infirmière passe voir sa patiente de 96 ans. Pas le temps d'enlever son manteau, elle prépare les médicaments de la journée avant de repartir vers d'autres malades. Débordée, Isabelle Huel l'est forcément. Le Val-de-Marne est l'un des départements les moins dotés en infirmiers. Trop dur. Je dirais que c'est aussi plus dur d'avoir la maladie, la souffrance, la mort, plus la misère. Plus les grands ensembles, ça fait beaucoup de choses. En tant qu'infirmier, c'est pas toujours simple non plus à gérer. On a déjà beaucoup de choses à gérer qui sont douloureuses. On se dit à demain. 10 minutes plus tard, en route vers une autre patiente, celle-là demandera plus de temps, car ses ulcères aux jambes doivent être minutieusement pensés. Ça fait des journées assez speed. C'est vrai que ça nous oblige à avoir un petit peu toujours l'œil sur la montre, tout en restant disponible pour nos patients. Si certaines zones manquent cruellement d'infirmiers libéraux, c'est parce que nombre d'entre eux choisissent des régions plus riantes. 300 infirmiers libéraux pour 100 000 habitants dans le sud de la France ou la Bretagne, contre 37 pour 100 000 habitants en banlieue parisienne par exemple. S'installer sur la Côte d'Azur, au milieu de nombreuses concurrentes, c'est un risque. Anne-Marion Grenier l'a pris il y a 1 an.
Jusqu'à maintenant, ce sont les soins d'accompagnement, toilettes ou soins de nursing qui l'ont fait vivre. Et selon elle, le sureffectif en matière de soins infirmiers, ça n'existe pas. Des fois, j'ai des gens qui appellent, ils ont déjà appelé 20 infirmiers. Et c'est pas seulement parce que c'est un soin qui est pas plaisant à faire ou qui est pas bien payé, par exemple, hein, mais c'est parce que il y en a pas. Dorénavant, celles qui voudront travailler au soleil devront remplacer une infirmière libérale partant en retraite et celles qui s'installeront dans une zone sous-dotée bénéficieront d'avantages financiers. Un rapport parlementaire sur la prévention de l'obésité, on l'a déjà évoqué il y a quelques jours. Il a été rendu par la députée UMP Valérie Boyer et propose notamment de surtaxer les produits de grignotage trop sucrés ou trop gras et de sous-taxer les fruits et les légumes. La ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, à son tour, a écarté cette idée pour des raisons économiques. Alors nous avons voulu savoir ce qu'en pensaient ceux qu'on interroge rarement, ceux qui sont en surpoids sans être forcément obèses. Voyez le reportage de Sophie Mézel et Mathieu Biarden. Anne-Sophie Joly était il y a encore quelques années ce qu'on appelle une obèse morbide. À près de 150 kilos, elle était en danger de mort. Depuis, elle a perdu 65 kilos et fait très attention à la façon dont elle se nourrit, mais sans privation. Oui. C'est-à-dire que je m'autorise 1 ou 2 desserts par semaine. Présidente d'un collectif d'associations d'obèses, elle est particulièrement concernée par toutes les pistes qui visent à lutter contre le surpoids. Baisser la TVA sur les fruits et légumes, comme le propose un rapport parlementaire, elle est pour. C'est une excellente idée. Quand on est sur des familles et avec des revenus modestes, ils se privent de ce genre de produits qui sont utiles et nécessaires pour la santé. Taxer les produits de grignotage, en revanche, ce n'est pas à son avis la solution. Ça, sans explication, c'est pas bon. Il faut l'accompagner effectivement d'une communication en disant voilà pourquoi on fait ça, dans quel but on fait ça, et c'est pour préserver la santé de tout le monde. D'ailleurs, elle est en demande constante d'informations nutritionnelles, dans la pub, les packaging ou ailleurs. Le but du jeu n'est pas faire du bourrage de crâne et faire du punitif. Le but du jeu, c'est d'expliquer pourquoi. On fait ça dans l'intérêt des gens. La comédienne Sonia Dubois a perdu 60 kilos, mais se vit comme une ancienne obèse. Aussi, l'idée d'une taxe sur les produits gras et sucrés la choque. Je suis vraiment très en colère. Oui, c'est discriminant. On est gros, ça suffit. On va pas en plus nous mettre des taxes. On va nous mettre un badge aussi bientôt. La comédienne plaide pour plus d'éducation dans les écoles. Bien manger, cela doit s'apprendre le plus tôt possible. Les sciences, un seul petit flocon qui met en effervescence les astronomes. Il neige sur Mars. La mission Phoenix l'a détecté. Nicolas Châteauneuf. Un paysage désolé où les nuages passent très haut. Voici le pôle nord de la planète Mars, vu il y a quelques jours par la sonde Phoenix. Une sonde condamnée par le lent passage sous l'horizon du Soleil qui l'alimente en énergie. Mais avant de rendre l'âme, Phoenix a réservé une dernière surprise. D'abord, elle observe sur ce cliché du givre qui se forme au petit matin. Et voilà qu'elle détecte de la neige. Quelques ténus flocons à 4 km d'altitude, repérés par le faisceau laser. Nous voulons savoir si la neige touche le sol. C'est très important pour connaître le cycle de l'eau sur Mars, les échanges entre la surface et l'atmosphère. La météo martienne est un sujet qui passionne les scientifiques. En 1979, la sonde américaine Viking montrait la première les variations saisonnières des paysages martiens. Plus récemment, les robots Spirit et Opportunity, qui sillonnent la planète rouge depuis 4 ans, ont envoyé d'incroyables clichés, comme ces tornades de poussière qui balaient régulièrement la surface de la planète rouge. Ou encore des roches qui témoignent des changements subtils de lumière durant une même journée. Quant à la sonde Phoenix, après avoir détecté de l'eau gelée dans le sol martien, elle devrait cesser de fonctionner avant la fin de l'année. Le coup d'envoi de la semaine de la mode à Paris avec les défilés des collections printemps-été 2009. Surprise, demi-surprise, John Galliano pour Dior présente des modèles très féminins, vous allez le voir, mais plutôt sages. Autre défilé pour ce coup d'envoi, celui de Balenciaga, Estelle Collin, Guillaume Michel. L'œil laser, la démarche électrique, ce beau gosse incarne le nouvel homme fort de la planète mode. Son secret, puisé dans l'ADN d'une maison née en 1937, Balenciaga, et lui inventer un futur. C'est intéressant de remixer les choses, d'être nostalgique et de retravailler, je dirais, les idées collectives, mais aussi essayer de trouver de nouvelles idées. Il démode sans pitié par cette mode coupée au scalpel.
Nicolas Gestière fait partie du club très fermé des designers que les hommes d'affaires s'arrachent à prix d'or. Comme chez Dior, où John Galliano fait recette. Jamais commencé une collection sans savoir tous les chiffres. J'écoute mes clientes. Ça fait 11 ans que je suis là et finalement, je crois assez bien connaître leurs désirs. Du flou sur la jambe, de la construction sur le buste, la ligne est posée, du sexy, assuré. Et si la mode est un art appliqué, celle de Dior est un art à porter. Un téléfilm exceptionnel en 2 parties ce soir et demain sur France 2, la vie de Françoise Sagan. Elle revit sous les traits de Sylvie Testud. La ressemblance est troublante. Sylvie Testud a reçu d'ailleurs un prix pour cette interprétation. Comment la comédienne s'est-elle imprégnée de l'univers d'une des plus célèbres écrivains de l'après-guerre? Nicolas Lemarinier et Dominique Bonnet se sont rendus dans les coulisses du tournage. Regardez leur reportage. À tes amours, à mon divorce, à tes mariages. Françoise Sagan a vécu sa vie comme un jeu de hasard. Elle a tout gagné, puis tout perdu aussi vite. C'est cette histoire que raconte le téléfilm en 2 parties de Diane Curis. Pour cela, la réalisatrice surmonte les clichés, l'alcool, la drogue, pour retrouver l'auteur insouciante de Bonjour Tristesse. Le prix de la critique est attribué par 8 voix contre 6 à mademoiselle Françoise Sagan. 1954, Françoise Sagan devient célèbre en même temps qu'elle crée le scandale en publiant son premier roman. Pour jouer le rôle du gentil petit monstre, comme l'appelle alors l'écrivain François Mauriac, Sylvie Testud s'est imprégnée de la vie de Sagan. Souvent dit, elle n'a pas eu de chance. Moi, je crois qu'elle a eu beaucoup de chance. Moi, j'étais bien avec elle dans sa vie. Alors, je dis pas que j'ai vécu sa vie, pas du tout, loin de là, mais on prend des petits morceaux, des petites sensations. Et c'est quelque chose qui me semble pas si douloureux que ça. En train de maigrir. Sylvie Testud, Pierre Palmade, Lionel Abelanski, Françoise Sagan entourée de toute sa bande d'amis. C'était il y a quelques mois sur le tournage. Alors attention, action. Pour retracer la vie de l'auteur, la réalisatrice a voulu souligner les qualités humaines du personnage, tout autant que ses talents littéraires. Il est merveilleux. Ah, tu l'as lu. C'était quelqu'un de très généreux, qui était toujours à l'écoute des autres, qui était pas vaniteuse, pas prétentieuse, toujours prête à aider, très généreuse. Ça me fait plaisir de prendre de la cocaïne. C'est ça, fous ta vie en l'air! On retrouve également Sagan, victime de ses démons, qui entre scandales et romans, a créé chaque jour de sa vie sa propre légende. Je ne sais pas vraiment pourquoi on écrit. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, la crise financière. Pour la première fois, l'État français a mis la main à la poche. 3 milliards d'euros pour renflouer la banque Dexia. Alerte ce soir en Italie, où la banque Unicredit s'effondre en bourse. Et puis ce soir, sur notre plateau, vous l'avez entendu, le président de la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet, a voulu rassurer l'Union a les moyens de faire face à cette crise qui vient d'outre-Atlantique, dit-il. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko. 20h50, donc la première partie de ce téléfilm. Première partie intitulée Sagan, un charmant petit démon. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.